voilà, mais avec une petite minute de retard, on va passer à cet atelier donc consacré avec un titre, peut-être le titre le plus long des ateliers de ces ET20, Révolution de la recherche touristique, l'IA générative au service de l'attractivité des destinations. Bonjour à toutes et à tous, je ne suis pas Jean-Didier Pipeau, je suis Denis Genevois, je viens de Belgique. Je suis directeur associé d'un bureau d'études qui s'appelle Un Tour d'Avance et je vous présente Frédéric Gonzalo, fondateur Salut. De Gonzo Marketing et qui nous vient quant à lui de Québec. Oui, de la Belgique, de Namur. Vous reconnaissez mon accent. En fait, c'est l'accent plus de Charleroi. Non, je viens de Montréal et j'habite à Québec depuis maintenant 16 ans. Ville où il y a de grands remous. Vous savez? Il paraît. Oui, il paraît. On y reviendra. Bien, alors Fred et moi, c'est la deuxième fois qu'on anime un atelier ensemble et c'était il y a 11 ans, la fois précédente. Et je me souviens que je m'en étais voulu, j'avais un peu trop pris la parole, je t'avais laissé peu de place et je vais t'en laisser donc beaucoup. Cette fois-ci, juste retour des choses. Mais je vais néanmoins introduire ce sujet. Alors comme vous le savez, il y a toujours ce petit coup d'œil dans le rétroviseur. Sur ce sujet, qu'est-ce qu'on disait il y a 20 ans sur l'IA générative on ne disait pas grand-chose. Pas grand-chose. Par contre, on parlait déjà effectivement de recherche, de référencement, de SEO. Et il y a 20 ans, c'était aussi le débarquement, le grand débarquement de Google, qui est toujours là aujourd'hui. Et conjointement, l'effondrement de Yahoo, qui était très utilisé. Et comme quoi, une place n'est jamais définitivement acquise. Qu'en sera-t-il de Google dans 20 ans? On va voir. En tout cas, on aura l'occasion d'en discuter avec Frédéric. En matière d'intelligence artificielle, ils ont compris qu'il y avait un virage à prendre et des nouvelles opportunités pour eux d'efficacité. Anecdote, c'est drôle parce que je voyais sur le visuel qui est montré à l'écran, on a du Ask Jeeves. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de l'époque où on l'utilisait. Et moi, je voyais ça, je faisais Ask Jeeves, je me souviens des débuts avant Google. Et ça me rappelait que hier, sur le dance floor, ils ont fait jouer du Indochine. Et moi, je connaissais la musique, puis il y en a plein d'autres qui n'avaient aucune idée c'était quoi Indochine. Alors, je me suis dit, ouais, il y a un gap de génération. Il y a des gens qui ne connaissent que Google, c'est vrai. Et ça va faire partie de la discussion tout à l'heure. Il fut une époque où Google n'était pas le seul joueur dans le royaume, mais on oublie qu'il y a eu une époque où est-ce qu'il y avait vraiment quand même une plus grande diversité. Et on dira aussi que Google, aujourd'hui, n'est plus forcément non plus connu de tout le monde non plus. Mais bon, ça, on parlera de génération notamment. Et Google est arrivé, et il a fixé les règles du jeu finalement pour longtemps. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'ateliers à Pau au cours des différentes éditions en matière de référencement, de SEO. Et finalement, les recettes, on les connaît. Il y a le mobile first qui s'est imposé après, mais la répétition des mots-clés, les stratégies de contenu, etc. On ne va pas revenir sur des choses que vous savez déjà, ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. Bien, on va rentrer donc dans le vif du sujet, puisque ce coup d'œil dans le rétroviseur n'est pas très long et ni nécessaire pour en arriver au sujet qui nous intéresse. Et Frédéric, finalement, comment est-ce qu'on recherche aujourd'hui? Oui, alors c'est le sujet. Merci. Ça me fait bizarre de faire une présentation assis. J'ai l'habitude d'être debout, me promener partout. Je ne garantis pas que je ne vais pas me lever dans les prochaines minutes. Mais on va quand même y aller avec un peu le principe de comment on recherche aujourd'hui. Puis c'est un peu ça, dans le fond, le principe de cet atelier, même si le titre l'évoquait, on parlait d'IA générative. C'est vraiment de se poser la question, le consommateur d'aujourd'hui, à la limite le consommateur de demain, quand on pense voyage, c'est où que ça se passe? On dit que Google n'a plus le seul, si on veut, le seul domaine. Donc, en général, on va se poser quelques questions. Et justement, parlant de Google qui perd un peu de son hégémonie, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu passer cette nouvelle il y a quelques semaines, comme quoi Google n'est plus un verbe. Hein? Donc, il fut un temps, on disait, surtout en anglais, just Google it up. Donc, googler quelque chose, c'est essentiellement, tu as besoin de quelque chose, tu vas sur Google et tu le recherches. Et, Google est ton ami, on disait. Ouais. Oui, donc chez nous, c'est Jean Coutu, mais ça, c'est une autre histoire. Mais donc, Google, essentiellement, c'est ça. Donc, on va googler quelque chose. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On dit chez les plus jeunes, mais ce n'est pas que. Pourquoi? Parce qu'il y a une multitude de plateformes.
Dans la recherche en ligne, alors il faut faire la distinction des choses. Quand il est question de recherche en ligne, oui, Google a encore 92% du marché à l'échelle mondiale. Je pense que c'est 92,8 à l'échelle de l'Amérique du Nord, en Europe, c'est à peu de choses près. C'est un peu moins le cas, bien sûr, en Chine ou ailleurs, mais dans la recherche en ligne, oui, c'est Google. Ce qu'on est en train de dire, c'est que les gens ne vont pas forcément vers un outil tel que Google sur leur téléphone pour faire une recherche en ligne. Donc, ça change et on va regarder ensemble 5 facteurs de changement qui expliquent un peu comment ces comportements changent. Et c'est important qu'on comprenne bien ces 5 facteurs-là parce que c'est bien beau, on va expliquer qu'est-ce qui change en ce moment, mais après ça, on va terminer avec un peu des pistes de solutions. Donc, c'est bien beau de voir comment on change tout ça, mais comment ça change et ensuite comment on peut arriver avec des pistes de solutions. Puis, on le dit bien humblement, on est 2 consultants, chacun dans nos domaines, mais on aura le temps pour prendre des questions et puis des commentaires dans la salle parce qu'on n'a surtout pas la prétention d'avoir toutes les réponses aux questions, surtout en termes de SEO, de SGE, de GEO, des acronymes qui changent, qui s'adaptent à la réalité de l'intelligence artificielle. C'est bon, on attaque. Mais en fait, voilà, je voulais dire qu'on n'était pas ici pétri de certitude, loin de là, puisqu'on est vraiment, on sent dans un virage qui nous emmènera. Excellent. Donc, Gonzo était assis trop longtemps, fait que je me lève. Allez, c'est parti. Ben de la misère va être assis. OK, donc 5 facteurs de changement. All right, assez bien, pour pas que ça mérite. Il manque de ginto, par exemple. OK, premier élément, quand on parle des algorithmes et comment ça change notre comportement aujourd'hui, il y a certains trucs, je pense, qu'on ne réalise peut-être pas. Commerce en ligne. Pensez Amazon. Je pose la question dans la salle, vous pourrez me répondre, mais selon vous, quel est le pourcentage de gens qui vont sur Amazon et qui achètent un truc qui leur a été suggéré lors de la visite? Donc, ce n'est pas quelque chose qu'ils avaient initialement l'intention d'acheter. Basé donc sur l'algorithme, on vous suggère un truc. Ça peut représenter combien? 10 50 90 on a une idée? 20? Hein? 70? Il y en a qui sont vraiment très influençables. 75, j'ai entendu même ça. 75, oui, quand même, OK. Qui dit mieux, on se croirait à faire conclu. Ben, écoutez, pour Amazon, c'est sûr qu'en général, les sites de e-commerce, on y va habituellement avec quand même une certaine intention. Hein? On va parce qu'on cherche des pompes pour son semi-marathon ou on a besoin d'un morceau pour son appareil photo, un truc à remplacer. Mais c'est 30 30 des achats qui sont faits aujourd'hui sur Amazon proviennent de suggestions qui sont faites par l'itinéraire, pas par l'itinéraire, mais par l'appareil, par l'algorithme, en fait. Et vous voyez, quand on s'inscrit dessus, si j'y vais avec mon compte, c'est Frédéric Gonzalo, il me reconnaît par mes achats passés. Donc, si j'ai acheté certains trucs, je t'en suggère d'autres. C'est de l'intelligence artificielle. Hein, on s'entend, l'intelligence artificielle, Amazon l'utilise depuis une vingtaine d'années, depuis les tout débuts. On n'est pas dans le génératif, mais essentiellement, dans l'apprentissage profond, on te connaît, on va te suggérer des trucs. Amazon, donc, continue de faire un excellent travail à ce niveau. Là où ça devient intéressant, c'est Netflix. Fred? Oui. Ça, c'est un drame chez moi. Quoi? Netflix. Ah ouais? J'ai un compte Netflix, ma femme a un compte Netflix. Quand je rentre à la maison, j'ai l'impression d'habiter en Espagne. Ça a commencé avec Casa del Papel. Et elle a enchaîné sur les suggestions. Elle était très influencée par l'algorithme. Et elle n'a regardé que des séries suggérées par l'algorithme. Et maintenant, vu que Casa del Papel, il y a déjà eu 2 saisons, mais je n'ai plus que des séries espagnoles de son côté. Écoute, toi, c'est l'Espagne, moi, c'est la Corée. Hein. On a chacun notre réalité. Mais effectivement. Mais ce qui est intéressant, si je vous repose la même question, basée sur l'algorithme lui-même, quel est le pourcentage de visionnement d'un contenu sur Netflix qui est fait basé sur des suggestions de l'algorithme? Selon vous, est-ce que c'est plus bas ou plus faible que ce qu'on a vu avec Amazon? Plus haut? Beaucoup plus haut? Oui, effectivement. Donc, ceux qui avaient tout à l'heure, on dit 70-75, ben, ça serait plus dans ces eaux-là. En fait, c'est 70 %. Mais ce qui est encore plus fort ici, on rentre dans la personnalisation au niveau de l'intelligence artificielle et comment on voit, parce que vous voyez dans le prochain, donc chez moi par exemple, on a différents profils. Alors moi j'ai mon profil, mes garçons ont chacun le leur. Bon, vous voyez que je suis dans une maison avec 3 garçons. On ne va pas pousser les mêmes trucs. Donc si je reviens à la slide précédente, Netflix pousse même l'audace où est-ce que les suggestions de films, la première page qu'on voit, elle est également personnalisée. Donc il est possible que je vais voir
la suggestion de voir Casa de Papel, mais peut-être que sur le devant, on va montrer la jolie Tokyo, ou alors peut-être que pour d'autres, ça va être Berlin, ou pour d'autres, ça sera un autre personnage, selon, parce que j'avais vu ce personnage dans une autre série ou dans un autre film, et donc c'est poussé loin. Et donc, on voit que ça va vraiment, donc si j'ai vu 3 films de Matt Damon dans le dernier mois, ben c'est pas un hasard, on va me suggérer des trucs peut-être dans lesquels il y a Matt Damon ou des films similaires. Donc, on voit vraiment ces algorithmes-là qui s'immiscent dans notre quotidien et on se dit « Wow, OK, je n'avais pas réalisé à quel point c'est fort. » C'est un peu le même principe dans Spotify. C'est la même réalité. Les algorithmes nous poussent. Dans Spotify, là aussi, on est dans les eaux du 60-70 %, un peu plus bas que Netflix, mais énormément des contenus qui sont consommés là. Essentiellement, on met une chanson, le reste, c'est une playlist qui est suggérée, et puis ça nous plaît. Donc, on ne va pas forcément... Oui, ça se peut qu'on aille sur Spotify, on aille demander, ben, mets-moi telle pièce de tel artiste. C'est correct. Il y en a parmi vous aussi qui se font leur propre playlist, mais on est vraiment... Et ça pose problème. On le voit au niveau de la culture québécoise, par exemple. La musique francophone au Québec, c'est une catastrophe. Donc, en ce moment, l'industrie culturelle, musicale, se pose vraiment des grosses questions parce qu'on est dans une mer, surtout en Amérique du Nord, avec la musique américaine, canadienne, et internationale. Donc, les artistes québécois qui chantent en français, pas évident de se tailler une pièce dans Spotify. Et donc, Fred, en fait, tout est fait pour qu'on cherche moins et que tout nous tombe tout cuit dans la bouche. Voilà. Donc, de plus en plus, c'est le fait que... C'est pour ça qu'on dit que la recherche se transforme, c'est qu'on est de moins en moins en mode « je vais chercher l'information ». L'information vient à nous. C'est du push. Exactement. Donc, le push et le pull, pour ceux qui ont vu ça dans leur cours de marketing à une certaine époque, on est vraiment de plus en plus en train de se faire envoyer l'information. La consommation des médias aussi, de moins en moins, on le voit, le trafic vers les grands médias, journaux, télé ou autres, parce que je vois passer des clips sur mon TikTok, sur mon Instagram. Bon, au Canada, malheureusement, tout ce qui est Instagram, Facebook, on ne voit presque plus l'actualité en raison de problèmes légaux et d'un bras de fer avec Meta, mais on l'a quand même via LinkedIn et d'autres plateformes. Bref. C'est le premier élément. Premier élément, deuxième élément, donc, le social search. Et ça, c'est l'autre aspect bien important. Ça a été brièvement évoqué lors de présentations que j'ai vues ce matin et hier. Mais les médias sociaux, et plus particulièrement TikTok et Instagram, je vais le dire, deviennent... de la Gen Z. Deviennent effectivement pour la Gen Z, mais pas que. Et c'est ça aussi qui devient un peu dangereux. La statistique est quand même assez, je crois, parle d'elle-même. Rapport qui est sorti cette année de Adobe. Et effectivement, chez les moins de 40 ans, la recherche en ligne maintenant, c'est sur TikTok, c'est sur Instagram. Il y avait d'ailleurs un VP de Google qui s'était exprimé sur la chose en 2021, donc il y a déjà 3 ans, en disant, pour nous, on le voit dans nos rapports internes, 40% des moins de 35 ans ne vont plus sur Google. Ils vont sur Instagram et sur TikTok pour faire des recherches. On le voit en tourisme également, bien sûr, mais dans toutes les sphères. Et regardez, à l'écran, vous avez quand même, oui, les 2 tiers des Gen Z. Alors, effectivement, les Gen Z, c'est les moins de 25 ans. Mais les milléniaux, c'est les 25-40 ans. C'est notre cœur de cible dans le tourisme. C'est la moitié d'entre eux. Il y en a énormément qui sont sur TikTok. Donc, l'histoire de TikTok, c'est une histoire de jeunes. Bon, c'est beau, on se disait ça en 2017-2018, il faudra en revenir. Pendant la pandémie, surtout, en 2020-2021, si c'était un truc de jeunes, bien, mon oncle, ma tante et les parents voulaient savoir ce que faisaient leurs jeunes. Et aujourd'hui, c'est pas mal tout le monde qui y est rendu. Vous voyez, effectivement, chez les X, bon, c'est pas énorme, c'est 30 %, c'est quand même le tiers des gens qui utilisent un outil tel que TikTok pour faire des recherches. Alors, c'est important de comprendre. On va sur TikTok, on voit un mec comme Neil Patel. Je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui connaissent un peu le SEO, donc tout ce qui est Search Engine Optimization, faire l'optimisation de son site web pour les moteurs de recherche. Le mec, c'est un gourou de tout ce qui est donc recherche sur le web en général depuis des années. Et il a une présence sur TikTok, il donne plein de tutoriels, donne des exemples sur comment justement utiliser un outil tel que TikTok pour que votre produit, votre destination, votre expérience soit trouvée par les consommateurs potentiels. Donc, il y a un réel souci à avoir à ce niveau-là. Et, bon, j'ai pris un exemple parmi plusieurs. J'ai mis justement un voyage Nouvelle-Aquitaine. Et vous voyez, il y a un paquet de contenus qui sont proposés avec des dizaines, des fois des centaines de milliers de visionnements. Donc, je vais dire quelque chose ici. Je vais m'inscrire en faux légèrement parce que ce matin, l'ami Paul Arsenault a fait une super présentation. Par contre, il disait il n'y a pas assez de monde qui sont sur TikTok.
je vous dirais que je le vois quand même, le passage, la transition vers TikTok. Il y a 2 ans, quand j'étais ici au ET, il y avait eu des awards qui avaient été remis. Plusieurs OT étaient présentes. Je le vois au Québec, beaucoup de restos, d'attraits, d'offices de tourisme qui sont présents. Mais on va se le dire, il y a encore un peu une frilosité, on va dire, à y aller, parce qu'il y a une question aussi, toute la notion de vie privée, vu que c'est une entreprise chinoise qui est derrière. En Amérique du Nord, c'est quand même un gros facteur. Je l'entends moins du côté de l'Europe, mais quand même à considérer. Et donc, je pense que c'est une des raisons qui fait en sorte qu'au Québec, notamment, il y a un peu une frilosité par rapport à est-ce qu'on y va, est-ce qu'on fait beaucoup de contenu. Mais je sais que parmi la délégation ici, on a des gens de la Mauricie, notamment, qui ont une super présence sur TikTok, la Nodière, Canton de l'Est. Il y a plusieurs offices de tourisme donc, qui sont présents. Certains l'utilisent plus que d'autres. Sur la France aussi. Je pense que c'est important juste de réaliser que le social search devient même quelque chose qu'on est capable de quantifier. Google Analytics 4, dans sa dernière mouture, a isolé le facteur justement du social search. Ce n'était pas le cas dans la version du Universal Analytics au préalable. Donc, on est capable de voir quel trafic nous provient justement des médias sociaux dans Google Analytics. Pourquoi? Parce que c'est devenu un véritable facteur à prendre en considération. Donc, quand les gens vous disaient à une époque, les médias sociaux, oui, bon, c'est bien pour la découvrabilité, mais est-ce que ça amène vraiment du trafic? Oui, ça amène un certain trafic vers le site Web. Est-ce que c'est ça qui va faire sonner la caisse enregistreuse, faire sonner le téléphone avec un paquet de vente dès demain? Pas forcément. On travaille sur le long terme, souvent avec les médias sociaux, mais on voit quand même le potentiel réel qui est là. Troisième phénomène, dont on entend un peu moins parler. Et pourtant, je vais voir si dans la salle, ceux qui connaissent le phénomène du zero-click search, levez la main. Essayez de voir. Ah oui, quand même, on en a quelques-uns. Quelques-unes, mais on s'entend, ce n'est pas une vaste majorité. Donc, c'est quoi le zero-click search? C'est, depuis quelques années, maintenant, on parle de ce phénomène, comme quoi, je veux faire une recherche en ligne, et ça ne mènera à aucun clic par la suite. Et à un moment, on disait, c'est environ 25% des recherches qui mènent à aucun clic. Et ensuite, il y a d'autres études qui sont sorties, on était plus dans du 50%. Et là, la dernière étude en ligne qui est sortie de SparkToro cette année, on est plutôt dans les 60%. Et là, tu te dis, attends une seconde, moi, je fais tous des efforts sur mon site web pour que je sois trouvé, puis que je fais des articles de blog, je fais plein de trucs. Et puis les gens, quand ils vont en ligne, ils ne se rendent pas forcément jusqu'à mon site web. Alors, il faut quand même décortiquer un peu ce que vous voyez à l'écran au niveau des statistiques. 40% du temps, effectivement, les gens vont faire une recherche pour, je ne sais pas moi, un restaurant au centre-ville de Montréal. Il y a des résultats qui vont sortir, ça va, je clique, et là, je vais me rendre vers le restaurant en question. Merci beaucoup, l'information est... Sauf qu'il faut comprendre que même là-dedans, c'est plus aussi simple que c'était. C'est-à-dire que dans le 40% des gens qui vont cliquer, les 3/4 des gens vont essentiellement aller vers un résultat organique. Donc, ce n'est pas un résultat qui est payant, c'est parmi les résultats naturels qui sont là, sans pub. Il y aura ensuite environ 24% où est-ce qu'on envoie vers les propriétés de Google. Donc, Google essaye de garder le trafic dans ses espaces, que ce soit dans Maps, dans YouTube, dans Profil d'entreprise, donc la fiche Google. Donc, évidemment, c'est dans son intérêt. Hein. Plus longtemps vous êtes chez eux, plus longtemps, ils peuvent pousser de la pub ou envoyer vers des liens référents qui sont payants pour lui. Et seulement 1% des clics sont sur des liens payants. Et ça, il y a des fois des gens qui se surprennent de la chose. Il faut se comprendre. Il y a des recherches des fois qui ne génèrent pas de pub. C'est vraiment plus si on cherche, je ne sais pas moi, un hôtel au centre-ville de New York. Là, il y aura évidemment de la compétition pour la pub, mais il y a d'autres endroits, d'autres types de requêtes pour lesquels ce n'est pas forcément le cas. Fred, ça va devenir, on va le voir au fil de la présentation, je pense, de plus en plus difficile finalement d'avoir du trafic direct sur le site, de la consultation en profondeur de nos contenus. C'est tout à fait le défi qui est en train de se poser. C'est la trame qu'on installe, c'est le fait que ne faut pas se leurrer que malgré les meilleurs contenus qu'on met, c'est nécessaire, mais qu'on arrive dans un écosystème qui est de plus en plus éclaté et fragmenté. Donc, on doit constater la chose. Ensuite, on fait quoi face à ça? Donc, juste pour terminer, il y a quand même un 22% du temps où la personne va poursuivre la recherche. Parce que si j'ai demandé un restaurant à Montréal, parmi les résultats, ce n'était pas satisfaisant, il se peut que je fasse une deuxième recherche. C'est le fameux 37,4% qui dérange un peu. Qu'est-ce qui se passe? Le rien. L'exemple que j'aime bien donner, c'est des fois, on fait des recherches qui ne demandent pas plus de clics. Si j'étais en train de débattre hier avec des amis sur c'est quoi l'âge de Tom Cruise,
ben on va aller prendre le téléphone, on fait c'est quoi l'âge de Tom Cruise, puis il y a une information qui sort de Wikipédia ou de IMDb, puis bon, c'est beau, c'est son âge, OK, c'est fini, j'ai pas à cliquer pour aller ailleurs, donc c'est correct aussi. Tout ça étant dit, on voit que c'est un écosystème dans lequel ça change, et ce fameux zero-click search-là fait en sorte que on veut aboutir dans les premiers résultats naturels, donc soit les résultats 0 ou soit les résultats 1, 2 et 3, parce qu'on sait que c'est à peu près 50 à 60 des gens qui vont cliquer sur le premier résultat naturel. Donc, plus vous êtes bas dans la recherche, mais évidemment, moins les gens vont cliquer pour se rendre vers chez vous. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu la présentation du routard qui avait été faite mardi après-midi. Donc, je ne la reprends pas, mais j'ai demandé sa permission donc à Axel, juste pour un visuel, parce que je la trouvais vraiment intéressante et je trouvais que ça venait un peu appuyer cette notion de zero-click search. Vous voyez sur la gauche, parce que c'est un peu chargé, parce que c'est le visuel complet, mais sur la gauche, quelqu'un qui faisait une recherche pour un voyage à Rome, vous voyez que pour le routard, en mai 2023, vous voyez un peu l'espace qu'il pouvait y avoir entre les Wikipédia qui arrivaient tout en haut, certaines questions associées, un lien de concurrent, les images Google, premier résultat naturel qu'on voit, et ensuite des lieux associés, autres concurrents, recherches associées. Et un an plus tard, donc en l'espace simplement d'un an, on voit à quel point Google a pris encore plus d'espace. Ça, by the way, ça c'est une recherche mobile. Il y avait aussi un visuel qui avait été mis c'était dans la version desktop. Donc si jamais il y en a qui l'ont perdu, c'est dans la présentation qui avait été faite dans le Before, dernière présentation, je pense, de mardi, qui sera certainement disponible dans les replays. Donc, on voit, juste en l'espace d'un an, à quel point l'espace est changé et Google s'approprie avec soit son espace à lui, ou avec Google Voyage, ou avec des guides de voyage, ou des liens qui lui sont propres. Donc, ce n'est pas pour la même requête, c'est vraiment pas des théories du complot, ce sont des choses qu'on observe. Voilà. AI Overviews, c'est le nouveau terme pour ce qui s'appelait également à une époque du SGE, Search Generative Experience. C'est essentiellement l'intégration de l'IA générative, telle que ChatGPT, ou dans ce cas-ci Gemini, au sein même du moteur de recherche de Google. J'ai pas ça dans mon Google, moi. Non, moi non plus. Moi non plus. C'est uniquement pour l'instant disponible aux États-Unis. C'est en déploiement progressif. Donc, vous avez à l'écran un exemple de quelqu'un qui irait dans Google et qui met je veux aller à Philadelphie pour un week-end de 3 jours avec un voyage de type culturel. OK? Vous voyez, je pense qu'il va le taper. Donc, planifie-moi un 3 jours à Philadelphie autour du sujet de l'histoire. Et vous voyez que plutôt qu'être dans la bonne vieille trame des 25 dernières années d'une série de liens, ou un peu comme on l'a vu tout à l'heure, là, on intègre du chat GPT directement avec itinéraire jour 1, jour 2, jour 3, des idées. Et là, vous allez sûrement vous poser la question, si vous ne la posez pas, on est là pour ça aujourd'hui. Comment je fais, moi, en tant qu'hôte, en tant qu'hôtelier, en tant que resto, pour être dans les 3 résultats qui sont là? Puis on vous le dit d'entrée de jeu, on n'a pas les réponses à ces questions-là. Par contre, on a des pistes. Des pistes. Mais c'est le défi, c'est la question à $1 million en ce moment, de voir comment, justement, on travaille pour aller s'immiscer dans les AI Overviews. Et puis finalement, la 5e variable intéressante à discuter, c'est le fait que maintenant, même l'IA générative devient un outil en soi. Et puis, dans les derniers jours, c'est arrivé hier, j'étais avec quelqu'un, je ne me souviens plus de quoi on parlait, puis il dit, on a ChatGPT, puis il pose la question. On ne Google plus les choses, on se disait tout à l'heure, maintenant on va ChatGPTiser notre vie. C'est ça? Oui, c'est beau, hein? J'avais une petite anecdote là justement dont je t'avais parlé, un article de presse donc dans le journal L'Essor Savoyard il y a 2 mois à peu près, qui relatait une expérience faite par une mère de famille qui a publié une vidéo qui a été vue plus de 200 000 fois sur TikTok et qui disait combien elle était satisfaite de la contribution de ChatGPT à la réussite d'un séjour avec son fils. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Donc plutôt que de faire une recherche Google, elle est allée sur ChatGPT, elle n'avait aucune idée d'où partir. Elle a juste alimenté ChatGPT avec quelques informations, l'âge de son fils, quelques critères, elle voulait une zone calme, des jolies fleurs, un beau petit lac, des pavés au sol, de la convivialité. Et là, vous voyez aussi comme parfois les gens peuvent se positionner et avoir des envies, des pavés au sol. Enfin, oui, c'est charmant, j'aime bien aussi, c'est charmant, mais elle a mis ça dans ses critères. Et ChatGPT lui a suggéré d'aller
à Annecy, en lui disant, ben voilà, c'est une commune qui comprend un magnifique lac, c'est un des plus propres d'Europe, pardon. Il y a des ruelles pavées, il y a des restaurants, il y a des cafés, il y a des jardins, et là, ChatGPT fait référence à son fils, ben, il y a un parc animalier pour votre fils, il y a un manège, ça va être génial, ça correspond à sa tranche d'âge, et il lui a sorti carrément le petit programme qu'elle a appliqué pendant ces 3 jours, et selon elle, bah, ça a été une expérience extraordinaire, et Annecy n'était pas du tout dans ses idées de départ, quoi. Donc ça pose question effectivement sur la manière dont vont se positionner les destinations, dont elles vont émerger par rapport à des gens qui sont de plus en plus sur des envies très précises à détailler. Ça pose question, puis c'est drôle parce que dans Skift, qui est une publication américaine de référence dans tout ce qui est le milieu touristique, il y avait un article qui s'inscrivait un peu en faux sur la chose il y a quelques semaines en disant ça fait des années qu'on essaie de nous vendre des applications qui montrent des itinéraires, ça ne fonctionne jamais. Et très honnêtement, c'est aussi un peu le constat que je fais pour avoir fait quelques démonstrations avec ChatGPT, avec Gemini, avec Claude, avec Perplexity, que ce soit avec les différents offices de tourisme au Québec. C'est vrai qu'il y a des grosses lacunes, des hallucinations. On nous suggère des hôtels qui sont fermés depuis 12 ans ou d'aller faire un truc ce matin qui est ici et l'après-midi à un autre endroit qui est à 300 km. Tu fais comme, ça va être un peu difficile. Mais ça fait 18 mois qu'on est là-dedans. Là. On est encore dans les balbutiements. C'est le déchet de toutes ces données obsolètes qui circulent encore sur la toile, puisque c'est là que ça provisionne. Voilà. Et là, ça va poser la question où s'alimentent ces outils-là. Et je pense que ça va être le défi qu'on aura. On commence déjà un peu à... Et le défi pour eux aussi, pour ChatGPT. Le défi pour eux, mais le défi aussi pour nous en tant qu'intervenants de l'industrie, c'est comment on travaille avec ces gros joueurs-là, qui sont les Microsoft, les OpenAI et Anthropic et autres, pour s'assurer qu'ils s'alimentent aux bonnes sources. Tu sais, je faisais récemment justement une demande d'itinéraire pour un truc au Québec, et dans les sources qui m'avaient été données, il n'y avait pas du tout Tourisme Laurentide, qui était pour ce que je demandais pour un séjour dans les Laurentides, au nord de Montréal. Les 2 sources qui avaient été utilisées par l'outil, c'était un article dans le Nouveau Moi, qui est c'est sur Bell Canada, c'est un blog, et l'autre, c'était une blogueuse, je ne connaissais pas, une blogueuse voyage. Et tu te dis, attends, alors qu'il y a des sources d'informations beaucoup plus crédibles. Voilà. Et donc, d'ailleurs, SearchGPT, qui est le nouvel outil qui a été développé par ChatGPT, ça va être lancé sous peu. Ça a été annoncé cet été, mais ce n'est pas encore disponible. Mais ChatGPT, il est conscient. OpenAI sont conscients que de plus en plus, c'est devenu la référence. Et ils ont un outil qui va s'appeler SearchGPT, où on ira essentiellement, au lieu de googler, on va aller sur SearchGPT. Enfin, on va GPT. On va GPT, oui, c'est ça. Ça sonne un peu moins bien, ça. On va trouver autre chose, je pense. Ouais. On va faire rouler un truc ici parce que j'étais pas sûr si je pouvais le faire en direct ici. Si jamais ça marche pas là, on le fera en direct. Ouais. Mais je l'ai enregistré en fait de chez moi parce qu'il y a certaines fonctionnalités qui sont parfois disponibles qu'au Canada ou à l'Amérique du Nord, pas ici. Mais on va le faire rouler, tiens. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le Advanced Mode dans ChatGPT pour poser une question justement sur justement comment on interagit avec le search dans un contexte très, très précis. Comme aujourd'hui, là, si je suis à Pau. Donc il y aura du son. Hein. Écoute, ça va avec le son? Oui, ça va super bien, merci. Je suis avec un groupe ici à Pau, en France, et je me demandais ce soir si on veut sortir, prendre un verre et manger. Est-ce que tu aurais quelques recommandations pour moi? À Pau, tu as de bons choix pour prendre un verre. Tu pourrais essayer le Garage, un bar branché avec une bonne sélection de cocktails et de bières artisanales. Sinon, Au Fût et à Mesure est aussi populaire, où tu te sers ta propre bière à la pression directement des fûts. OK. J'ai l'impression que le groupe ne te comprendra pas avec l'accent québécois. Peux-tu me redire ces indications-là, mais en français de France, à la manière des Hautes-Pyrénées, tiens? Bien sûr. Alors, à Pau, tu as le Garage, un bar branché avec une belle sélection de cocktails et de bières artisanales. Quand même, hein? Sinon, il y a Au Fût et à Mesure, très populaire, où tu peux te servir ta propre bière à la pression directement des fûts. Pour une ambiance plus décontractée... Bon, super. Écoute, je te laisse aller. J'ai des amis belges dans la salle également. Est-ce que tu aurais des recommandations? On sait qu'ils ont des goûts des fois un peu particuliers, ces Belges. Donc, qu'est-ce que tu me suggérais pour eux ce soir? Pour tes amis belges, je leur recommanderais de goûter à la gastronomie locale. Les Belges apprécient souvent les bonnes bières ou un bon cassoulet des Sud-Ouest. Pour les Genevois,
Il devrait se sentir à l'aise avec ses suggestions. Ah, En ce qui on parle de concerne la Denis nourriture, Genevois, ne pas vous pourrez confondre avec les Genevois. Mais enfin, l'erreur est possible. Hey, merci pour ce truc. On se reprend plus tard. Bye. Et ChatGPT me fait même un petit clin d'œil Quand même, hein? nominatif. Parce que j'avais dit qu'il y avait un groupe de Belges avec Denis Genevois, mais je n'avais pas réalisé qu'en disant ça, lui, il pensait peut-être que c'est un Genevois. Donc, une hallucination qui est venue s'intégrer, à titre d'exemple, je l'ai gardé, parce que je trouvais que c'était assez représentatif. Fait que voilà, il y a des recommandations pour les amis québécois, les amis belges, les amis français, si vous voulez sortir ce soir. J'ai pas retenu du tout c'était où les places. Je sais même pas si elles existent pour vrai. Mais vous voyez, je lui avais demandé de me parler en québécois, donc ça a pris l'accent, puis on peut lui demander plein de choses. Et l'interaction, elle est hyper rapide. Vous voyez, c'est donc. Oui, tu coupes la parole, puis c'est vraiment fluide, alors qu'avant, c'était beaucoup plus, tu posais une question, t'attends. Parfois sur des hypothèses assez amusantes. La semaine dernière, je l'utilisais. C'était pour les premiers tests, puisque c'est activé depuis très récemment chez nous, puis un peu plus longtemps chez vous. Et alors, il me donne les explications que je lui demandais, et puis il me dit, mais tu serais pas en train de faire une vidéo? Oui, il se disait, mais tiens, là, il est en train de faire... Il avait compris que j'étais dans un mode test, en fait. Ouais, c'est moins bête qu'on pense. Donc, tout ça étant dit, ça pose des défis. C'est bien beau de vous dire, OK, mais on fait quoi face à ça? Parce que c'est un peu ça la nouvelle réalité. Alors, on commence à voir des pistes de solutions. On commence à voir d'ailleurs Google qui réagit. Ce que vous avez à l'écran, c'est un premier exemple. Ça, j'ai pris ça la semaine dernière, donc c'est vraiment tout chaud. C'est uniquement disponible en anglais aux États-Unis pour l'instant, mais c'est du positionnement publicitaire. Donc, essentiellement, la requête qui avait été faite ici pour quelqu'un qui dit... dans l'outil de Google, c'est quoi? Je me suis fait des taches sur les pantalons avec du gazon. Comment est-ce que je peux enlever la chose? Donc, la question est posée. Il dit un peu, voici comment tu t'y prends. Donc, avec une réponse générative sur les étapes. Et il y a du placement publicitaire qui apparaît, achète tel ou tel produit qui va pouvoir t'aider à enlever tes taches de gazon. Donc, on commence à voir... c'est logique, hein? C'est du positionnement classique. Là. Donc, il y a un résultat qui est donné, puis à la fin, on va te donner 2-3 possibilités. Donc, on ne réinvente pas vraiment la roue, mais la question est posée depuis au moins 1 an et demi, 2 ans, depuis qu'on a vu ChatGPT. On se disait comment ils vont monétiser ça et comment Google va garder son omniprésence, son pouvoir sur la chose. Donc, ils sont déjà en train de le positionner en se disant il y aura du génératif et il y aura quelques pubs qui seront là. Donc, on a là une piste de solution qui est suggérée, c'est que oui, AI Overviews, on va intégrer du génératif, mais on va vous offrir la possibilité tout simplement que si quelqu'un fait des requêtes de type voyage Nouvelle-Aquitaine, ben voilà, si tu es l'Office de tourisme ou si tu es un hôtelier dans la région, tu vas faire du placement publicitaire au même titre qu'on le faisait avec des campagnes Google Ads ou Meta Ads ou toute autre campagne similaire. Donc, on voit déjà cette réalité qui débute. Maintenant, concrètement, vous écoutez ça aujourd'hui, vous dites, OK, je reviens chez moi ce soir, demain ou la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'avec mon équipe, je peux envisager? Alors, comme on disait, ce n'est pas des solutions toutes cuites, mais peut-être des pistes de solutions qui vont aider. Alors déjà, revenir à la base du SEO, on va parler des incontournables, on ne s'en sort pas. Il y a un minimum de travail qu'on doit faire au niveau des moteurs de recherche. Les principes demeurent encore vrais. C'est devenu plus complexe, mais les principes demeurent encore vrais. On va parler de contenu contextualisé. Donc, de ne pas juste produire des contenus génériques, mais de voir est-ce qu'on est capable de parler à différentes niches de clientèle, par exemple. Et puis, finalement, le contenu authentique. S'il y a un terme qui est bien galvaudé, c'est celui-là. Mais vous allez voir qu'on va quand même devoir revenir vers cette réelle possibilité de se dire, bien, plus il y a des contenus qui sont vrais, c'est comme ça qu'on va se distinguer pour la suite des choses. Donc, la base du SEO, on ne se fera pas un cours SEO, certainement pas avec le peu de temps qu'on a ici aujourd'hui, mais c'est cette fameuse illusion, on parle un peu de iceberg, tout le monde veut être le premier résultat naturel dans une recherche, mais dans les faits, il y a beaucoup de choses qui se font en dessous de l'iceberg au fil du temps, que ce soit à travailler les liens entrant vers le site web, qui proviennent de sites de référence, tout ce qui est, est-ce qu'on a un site qui est bien adapté à la réalité mobile? Est-ce qu'on a un site qui est facile de lecture au niveau de l'expérience utilisateur, ce qu'on appelle le UX? Est-ce qu'on a un site en mode HTTPS, donc qui est sécure, qui se télécharge rapidement? C'est des choses qui n'ont rien de nouveau là-dedans. Si vous travaillez avec une agence, vous travaillez avec des pigistes qui vous donnent un coup de main, ce sont des choses qui devraient être en place déjà, mais qui ne l'est pas toujours. C'est pour ça que nous, en tant que consultants, on est bien occupés, puis on en a encore pour quelques années, parce que c'est quelque chose que demeure encore une réalité
qui n'est pas à la portée de tous. La plupart des offices de tourisme, avec des moyens un peu plus conséquents, ça va, mais la petite auberge de Magog ou le restaurant des Laurentides ou un attrait du côté de Bécomo, c'est pas toujours évident. SEO, donc. Ensuite, le contenu contextualisé. On voit, par exemple, ici, sur le site de Tourisme Montréal, on a des informations qui sont sur quoi faire cette semaine. Donc, je suis dans la semaine d'octobre. Si quelqu'un fait des recherches en ligne, j'ai déjà quelques idées qui me sont suggérées en fonction de la date, en fonction du temps de l'année. C'est un minimum. Il y a l'événement Montréal à table qui s'en vient bientôt, dans la programmation. Ça va à ce niveau-là. Mais on va commencer à avoir de plus en plus, plutôt que des simples, les 5 choses à faire durant un week-end ou durant le mois prochain, on va commencer à voir un peu ce qu'on voit, par exemple, ici dans le site de Visite Chicago. Et si tu voulais, je me permets, Fred, si tu peux revenir en arrière. Ouais. En fait, on est bien en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, parce qu'on voit typiquement qu'on est dans le genre de contenu qui va répondre très pertinemment à quelqu'un qui va utiliser en vocal. Bah tiens, je pars ce week-end à Montréal, qu'est-ce que tu me suggères de faire? Et typiquement, bah, là, ils ont de grandes chances. Oui, puis Montréal, cité. même si ils ont eu droit à un bien cuit ce matin, quand même un site qui, en termes de contenu, est assez bien alimenté, beaucoup de contenu, qui fait en sorte que ces contenus-là vont être bien référencés et on espère au moment opportun par Gemini, Claude, ChatGPT et les autres vont être intégrés dans les requêtes qui sont faites par les utilisateurs. Donc effectivement, si quelqu'un se dit je pense aller du côté de Montréal la semaine prochaine, qu'est-ce qu'il y a à faire? Bien, on a l'information qui est là. Mais quand on parle de contextualisation, et c'est là, je pense qu'on va voir une certaine adaptation, c'est ce qu'on voit ici avec le site de Chicago, où est-ce que, au-delà de dire les choses à faire la semaine prochaine, il y a aussi des sections, des sous-sections pour, par exemple, la clientèle LGBTQ, la clientèle familiale, les gens qui ont peut-être des enjeux de mobilité réduite, voyage de couple, voyage juste pour le week-end. Pourquoi? Parce que quand on va en ligne pour faire une recherche, c'est le type de requête qu'on fait. L'exemple que tu as donné. Je suis une mère avec mon garçon de 12 ans, donc tout de suite, tu viens de donner un biais, tu viens de donner un angle de la requête. Bien, si sur vos sites web, il y a des contenus justement pour famille monoparentale ou pour famille nombreuse ou pour multigénérationnelle, enfin, plus vous avez des variantes, bien, plus il y a des chances que justement ça puisse venir répondre à des requêtes qui sont faites. Donc, on pense qu'une des pistes de solution passe par justement ces contenus qui vont être contextualisés, qui vont pouvoir répondre à différentes sources, différentes niches, parce que les requêtes deviennent éclatées. Et le dernier angle, et non le moindre, c'est la notion du contenu authentique. Alors, le contenu authentique, et là, on ouvre un peu une canne de verre, là, mais c'est jusqu'à quel point on peut utiliser des contenus utilisés par l'IA dans la rédaction de nos sites web. Et ça aussi, c'est un réel débat. C'est drôle parce que il y a le site, je pense, de IA Tourisme qui a été lancé récemment et qui a été quand même rédigé en très grande partie par l'IA générative. C'est même assumé, c'est même déclaré. Et je pense que quelqu'un me racontait qu'ils avaient utilisé un outil qui, semble-t-il, va vous dire le pourcentage de contenu qu'il y a. Et ce site-là avait genre 14% de contenu, alors que c'est clairement pas le cas. Donc, tu vois que même les outils qui sont supposément doivent déceler la chose ne le font pas forcément très bien. Il en demeure pas moins qu'on est d'accord que les Google de ce monde disent vouloir pénaliser les sites qui auront des contenus qui, à la limite, sont un peu moins authentiques et qui sont générés. Et donc, c'est un peu le risque. On a un super beau visuel ici avec Visite Bali, mais avec l'assistance IA, un peu comme le site qu'on a vu de One Provence. C'est génial, c'est propulsé par ça, mais il y a cette question qui va surgir, à savoir jusqu'à quel point, et ça, on ne le sait pas, hein, la question est posée. On n'a pas encore les signaux qui nous disent est-ce que ces sites-là vont être pénalisés dans les moteurs de recherche. La question, il y a 3 points de suspension au bout de la phrase. Donc, surtout pour faire du contextualisé, pour en revenir à ta diapositive précédente, est-ce que l'IA est la meilleure placée pour le créer? Ouais. Enfin, ça peut nous aider. On est d'accord que l'IA peut nous aider à générer des bons textes, mais on en vient enfin à tout le principe de jusqu'où on utilise l'IA. L'IA générative dans nos rédactions de contenu, c'est une question qui demeure tout à fait réelle. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu cette controverse, mais le Sports Illustrated, qui s'est fait coincer il y a quelques semaines,
Ah oui, c'est ça, je me souvenais pas de l'autre entreprise, c'est Rolling Stone Magazine. Hein, Rolling Stone Magazine, connu avec ses arts un peu comme les Inrecuptibles en France, donc pour tout ce qui est musique et autres. Eh bien, Rolling Stone Magazine a décidé maintenant, plusieurs de ses articles seront générés par l'IA générative. Et Sports Illustrated, qui a maintenant, je pense, c'est 80% de leurs articles sont générés par l'IA générative. Mais à la limite, quand on y pense, c'est pas illogique. Tu es capable de donner un certain pattern. T'sais. Le match d'hier soir était remporté par les Red Bulls, par le score de 3-2. C'est Jack Smith qui a compté à la 71e minute. C'est quand même des formules assez... Il y a un formatage. Par contre, on risque de perdre un peu la notion de la fin de match qui était un peu tragique. Mais encore... L'éditorial, quoi. Bon, mais on est rendu là. Mais parce que pour eux, c'est des journalistes de moins payés, c'est des photographes de moins payés. Et là, on se dit, attends, mais oh, ça s'en va loin. Je ne suis pas en train de vous dire que je suis d'accord ou pas d'accord avec la chose. Ce que je vous dis, c'est que justement, c'est ce qu'on observe. Donc, je pense que, est-ce qu'on va aller vers ça? Je ne crois pas. Par contre, c'est sûr qu'on dit que oui, l'IA générative doit nous être utile et nous aider dans ce qu'on fait. Et c'est là où je termine avec ces deux exemples. Et évidemment, on aurait pu en avoir jusqu'à demain matin. Deux exemples qui viennent de chez nous, que je trouve intéressants. C'est malheureusement pas en vidéo, mais c'est à gauche, vous savez, le groupe Abatiello. Si les Québécois dans la salle connaissent probablement les pizzas Salvatore et Topla. Et ils sont 4 frères et sœurs, en fait, qui ont pris la relève de leur paternelle. Et ils avaient une vingtaine de restaurants et ils ont décidé de faire une progression fulgurante. Ils sont rendus à 100 restaurants maintenant, en l'espace d'1 an et demi. Et ils veulent en avoir, je crois, jusqu'à 500 à travers le Canada d'ici les 5 prochaines années. Mais ils ont une présence sur les médias sociaux de fou. Donc, eux-mêmes, en tant que propriétaires, ils sont sur LinkedIn, ils sont sur Instagram, ils expliquent un peu leur réalité d'entrepreneur, mais ils sont aussi pour parler de leurs produits. Et la vice-présidente marketing, Elisabeth, qui est très, très présente aussi, partageait récemment sur LinkedIn. « Wow, super! Dans la dernière année, progression de 200% de nos abonnés. On est rendu à 3,7 millions d'impressions par mois. » Tu regardes les chiffres, Denis? Tu n'as pas ça quand tu fais du placement à télé, là. Et ça, c'est uniquement par leur présence sur les médias sociaux. Donc, ça me fait rire parce qu'on parlait de beaucoup de médias sociaux. Je parlais avec je ne sais plus qui sur l'heure du midi. On se disait, ouais, ma première présence ici au ET, c'était en 2013. En 2013, on était vraiment beaucoup dans les médias sociaux. On parlait d'Instagram. C'était vraiment l'âge de gloire, si on veut. Et ça demeure, aujourd'hui, tu te rends compte finalement que c'est encore vachement pertinent. Facebook, on s'entend, perd beaucoup de plumes, mais Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, pour plusieurs également. Donc, en quelque part, ça doit demeurer dans l'équation, votre site web. Donc, ça, c'est l'exemple à gauche avec le groupe Abatiello. Et à droite, petit restaurant dans Villeray, à Montréal, qui s'appelle Belle Afrique. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, mais le restaurant Belle Afrique, un produit, c'est une Africaine qui est derrière. D'ailleurs, je pense son nom, on ne voit pas son nom de compte en haut, mais un concept tout bête. Elle va, chaque fois qu'il y a des gens qui viennent dans son resto, elle prend son téléphone, elle va les interviewer. Alors, comment ça se passe? Comment vous aimez ça? Et elle a un plat signature qui s'appelle le foufou sauce graine. Alors, évidemment, pour les Québécois, le foufou sauce graine, on rit de manière très grasse parce que... parce que sauce graine, ça n'a pas la même signification peut-être chez nous que chez vous. C'est un peu plus vulgaire, disons, on va dire ça comme ça. Mais les gens rient, puis vous avez un exemple, une entrevue avec le premier ministre du Québec, François Legault, qui était interviewé, 1,8 million de visionnements. Toutes leurs vidéos ont toujours en cinquantaine, quand ce n'est pas en centaines de milliers de views. C'est énorme. Je me disais, c'est un petit resto en plus, il n'y a pas des moyens. Est-ce qu'ils ont une stratégie social media? Non, exact. C'est du naturel, quoi. C'est de l'authenticité. Écoute, j'ai un autre exemple. Je donnais une formation il y a 2 semaines, justement, en storytelling, puis quelqu'un me dit « Hey, il faut que tu ailles voir tel compte. » Je dis « OK, je vais voir. » C'est une Chinoise qui s'est installée à Sainte-Pie. Alors, les Québécois dans la salle, probablement, ne savent même pas c'est où Sainte-Pie. On en a peut-être 1 ou 2 qui vont savoir qui sont dans la région, OK? Mais sinon, je vous dis, c'est un endroit perdu, OK? C'est pas... Et c'est une Chinoise qui s'est installée là, elle s'est acheté un camping aquapark. Elle est hilarante. Elle fait des vidéos sur TikTok. Elle a des 10, 20, 40 000 visionnements. Elle est en train de positionner son camping aquapark. Donc, des exemples comme ça, il y en a plein, que ce soit des restos, des attraits. Ce n'est pas une question de ressources, souvent c'est une question de volonté. Bien sûr, il faut qu'il y ait une stratégie derrière, on est d'accord? Mais quand on parle de contenu authentique, c'est aussi d'avoir une vraie stratégie de storytelling.
de voir comment on tisse la toile, parce que ultimement, c'est de ça dont il est question. C'est que le SEO, on vient de dire qu'il y a des incontournables à considérer, mais la création de contenu que vous allez faire, on a abordé en première portion de cet atelier toute l'importance que le contenu vienne à nous. Donc, moi, si j'ouvre mon TikTok, si j'ouvre mon Instagram, dans un monde idéal, votre contenu doit apparaître soit sur la For You page ou dans les publicités, mais sinon, oui, je peux faire de la recherche, mais c'est plus difficile, c'est plus complexe. Donc, c'est un peu le principe qu'on voulait aborder. Et voilà, ça nous laisse pile poil à peu près la dizaine de minutes qu'on vous laisse donner pour avoir des questions de la salle. Super. Frédéric, en tout cas, c'était très inspirant, je pense. Je vais descendre, moi. Je vais aller en profondeur. Ah, tu vas te lever, toi aussi? Je vais prendre un micro. Et comme ça, s'il y a des questions, j'espère qu'il y en a, je suppose qu'il y en a, on va les poser. Voilà. Alors, oui. Madame, je vous en prie. Bonjour, merci. Effectivement, c'était très inspirant. J'avais une question par rapport à la typologie de contenu pour bien répondre à la clientèle. Vous dites répondre à une famille, que l'IA pourrait répondre de manière très personnalisée pour une famille monoparentale, une tribu, quelqu'un qui vient avec un animal ou que sais-je encore. Mais nous, quand on se pose la question de qualifier ces contenus, on a du mal parce qu'une famille monoparentale, elle peut avoir des goûts qui ressemblent à ceux d'une tribu, à quelqu'un qui vient dans une famille plus conventionnelle. Ouais. Donc, comment l'IA, est-ce qu'elle est assez puissante pour... est-ce qu'elle va chercher dans les données personnelles de cette personne pour vraiment atteindre ses goûts et ne pas être déceptive? OK, alors il y a plusieurs éléments de question dans la même question. Déjà, la première chose que j'aborderais, c'est au niveau de la typologie. En général, en tant qu'entreprise, quand on va faire un bon storytelling, on s'assure d'avoir identifié un peu c'est quoi les grands piliers de contenu sur lesquels on veut avoir des contenus, sur lesquels on est capable de parler. Parce que si on est une destination, on ne répond peut-être pas à tous les besoins. Hein? Si on est en ruralité, on ne parle pas de nightlife et inversement. Donc, de voir un peu les piliers sur lesquels on est capable d'avoir des contenus. Ensuite, ça va être de voir pour chacun de ces piliers-là, sur quelle plateforme on décide de se positionner selon les clientèles cibles, les personas qu'on a peut-être définis. Après, l'IA générative, donc une fois qu'on a fait ça, on va essayer de déterminer les différents contenus qu'on va générer. C'est sûr qu'on ne pourra jamais décliner tous les déclinaisons possibles, les cas de figure. Effectivement, si on commence à dire famille monoparentale, mais avec un enfant de 12 ans versus 17 ans, avec ou sans chien, ça devient un peu infini. Par contre, on va quand même avoir déterminé certains grands vecteurs qui sont plus porteurs. Après, l'IA, effectivement, ça, c'est le bout où est-ce qu'on est encore en train de voir. Est-ce qu'on est capable de générer? Puis là, ça devient intéressant de voir, est-ce que, en tissant, puis je ne sais pas s'il y en a qui ont vu l'exemple que Jean-Philippe avait fait hier avec Make.com, on va être capable de peut-être d'automatiser, si quelqu'un nous écrit, par contre, de dire « je recherche un itinéraire », bien là, à ce moment-là, la requête entre, et là, on va être capable de questionner notre base de données, répondre à la personne avec une réponse qui, elle, va être personnalisée à ce type de personne-là, parce que cette personne-là vous répond en disant voici un peu qui je suis, voici un peu la requête dans laquelle je suis. Le volet, est-ce qu'on me connaît? C'est supposé s'en venir. Moi, j'ai hâte de voir comment ça va se décliner dans la vraie vie, mais Google, avec son environnement de Google Workspace, fait en sorte qu'il sait par mon adresse Gmail que j'ai réservé mon billet d'avion Montréal-Paris ou Montréal-Toulouse. Il sait, parce que j'ai peut-être acheté mon billet avec la SNCF, avec mon compte Gmail, que je fais tel trajet. À quel moment est-ce que l'IA va entrer pour me suggérer quelque chose ou bonifier l'expérience? Ça, c'est le volet, je dirais, il y a une question d'intégration des systèmes. Et c'est, en fait, la question ultime qui se pose ici, puis ça fait une question qu'on pose depuis 50 ans, c'est qui le owner? C'est qui le propriétaire de l'expérience client? Là, il y a plusieurs intervenants. Il y a des offices de tourisme, il y a une ligne aérienne, il y a une compagnie de transport, il y a un hôtelier. Je ne pense pas qu'on va jamais résoudre cette question-là, mais je pense que Google, lui, aura un certain rôle parce que lui, à travers ton adresse Gmail, il est capable de voir ces interfaces-là. Alors, à la limite, ça ne sera peut-être pas le owner, ce ne sera peut-être pas celui qu'on pense. Ça sera peut-être effectivement les Google et les Microsoft de ce monde qui auront ce rôle-là de pouvoir peut-être rassembler, un peu comme WeChat.
le fait en Chine. Mais je ne suis pas sûr qu'on va forcément avoir la technique chinoise au niveau du contrôle des données. Là. Mais je dirais que c'est un peu ça. Longue réponse, mais à votre question, parce qu'il y avait quand même 2-3 sous-segments. Est-ce que ça répond quand même un peu? Oui. Bien, on enchaîne alors avec une Puis, autre c'est question. questions ou commentaires, ou François, si tu veux rajouter, n'hésitez pas. Hein, c'est vraiment... Voilà, on a une question ici, Fred. Frédéric, on ne cesse de dire que depuis des années que les voyageurs cherchent l'authenticité. Et depuis que je suis arrivé à Pau, on ne fait que parler d'IA puis de bots pour générer des réponses à la masse de façon automatisée. Je serais curieux de t'entendre là-dessus. Puis, il y a une distinction à faire. C'est-à-dire que je pense que dans certains cas de figure, et je vais reprendre l'exemple qui avait été donné par Jean-Philippe hier, où est-ce qu'effectivement, quand on reçoit des emails de masse, quand des emails de masse sont à peu près toujours autour des mêmes questions, où est-ce que, genre, êtes-vous ouvert aujourd'hui? Par où est-ce que je peux me stationner? Combien ça coûte si je viens avec mes 2 enfants? Je pense pas que c'est forcément le genre de communication qui requiert une grande personnalisation. C'est vraiment très factuel. Et je pense que c'est à ce niveau-là où l'IA générative et certaines automatisations vont venir vont être des game changers, vont vraiment amener une réelle productivité. Là où j'ai un peu un point d'interrogation, puis c'est un peu ce qu'on évoquait, c'est dans ce souci d'authenticité-là. Je pense qu'il y a un danger, effectivement, mais on n'a pas encore la réponse. Google dit ils vont pénaliser apparemment des moteurs de recherche les sites qui ont été jackés avec l'IA générative, mais on ne le voit pas, ça, en ce moment. Parce qu'il y a des sites qui ont été propulsés, et il y en a qui sont pénalisés, puis il y en a d'autres qui ont vraiment été... puis de l'autre côté, avec les règles de Google, moi, je connais des sites très authentiques. Il y a eu des gros changements dans Google en septembre 2023, puis ils ont corrigé un peu cet été. Mais on a des exemples au Québec, comment ça s'appelait, Julien Brault, de Hard Bacon, notamment, d'autres entreprises qui ont perdu énormément de trafic. Je ne sais pas s'il y en a qui s'est arrivé en dernière année. Des entreprises qui ont perdu énormément de trafic sur Google. Et ils avaient des vrais contenus réels, authentiques, rédigés par des rédacteurs professionnels, mais ils ont perdu beaucoup de trafic parce que Google a changé certains trucs dans son algorithme, puis et pendant ce temps-là, tu as des sites qui sont montés sur des contenus un peu superficiels qui n'ont pas été pénalisés. Bon, je pense qu'il y a une adaptation qui va se faire. Pour répondre à ta question, je pense vraiment qu'il faut qu'on fasse attention à ne pas tomber dans le panneau du all-in IA. Il faut que l'IA nous amène la valeur ajoutée dans nos processus, dans nos manières de peut-être rédiger, de penser. C'est du brainstorming. Hein? C'est comme, je ne sais pas qui me disait ce midi, c'est un peu comme un stagiaire sur les stéroïdes, ou c'est un peu comme quelqu'un qui nous aide à avoir... Oui, c'est ça. Mais ça ne demande pas moins que le stagiaire, il va te donner plein de bonnes idées, là, mais ultimement, c'est toi là, qui dois après ça livrer, puis présenter et être imputable. Donc, ça serait ma réponse. Ouais. Parfait. Voilà, par là. Je vais... de passer. Merci. Voici. Bonjour. Alors moi, j'ai une question pour savoir si on a déjà des retours sur les profils d'utilisateurs de l'intelligence artificielle, alors plutôt sur les applications mobiles, et savoir si, par exemple, ce que moi je constate autour de moi est un phénomène ou pas. En tout cas, pour avoir parlé un petit peu avec d'autres personnes qui travaillent autour de moi dans le tourisme, je me suis rendu compte que finalement, les personnes qui avaient expérimenté ces applications étaient souvent des personnes qui n'avaient pas forcément une connaissance très avancée des outils informatiques. Et voilà, donc je voulais savoir si c'était quelque chose qui était étudié. Est-ce qu'on constate qu'il y a peut-être une facilité pour ces personnes-là d'y aller? Est-ce que le fait d'avoir une connaissance plus poussée fait qu'il y a de la réticence pour certains? Voilà, avoir votre retour sur ça. Bon, excellente question. Et excellente question parce que ce que ça amène, en fait, on doit réaliser un truc. On est encore au balbutiement de tout ce gros phénomène. Il y en a qui disent qu'on en parle beaucoup de l'IA, ça. Et on a bien dit qu'on n'avait pas de certitude non plus. Non, tout à fait. Ceci étant dit, j'ai vu plusieurs études au cours de la dernière année. La plus récente que j'ai trouvée intéressante, bien évidemment, celle du groupe IA Tourisme au Québec. Ils ont sondé 400 personnes, 400 membres. Mais bon, il y a un certain biais, parce qu'on s'entend, c'est des gens déjà qui sont inscrits à l'infolettre IA Tourisme, donc qui sont déjà intéressés. Mais qui donnait de la donnée intéressante. Mais sur les 400, on voyait que c'était quand même beaucoup dans des utilisateurs qui sont du côté marketing, communication. Donc, il y avait un biais très fort à ce niveau-là. C'était beaucoup la rédaction, les textes. L'étude que j'ai vue, qui est un peu plus exhaustive, c'est du côté de Focuswire aux États-Unis. Et ils avaient sondé sur le marché nord-américain, marché Europe, marché Asie, vraiment les utilisateurs, par catégorie d'âge également.
Et ce qu'on voyait, c'est on était largement sous les 50% là, c'est des gens qui l'avaient utilisé dans leur planning de voyage. Et c'était particulièrement biaisé du côté 18-34. Évidemment, les plus jeunes ont tendance souvent à être les premiers utilisateurs des technologies. Ceci étant dit, sur la France, et ça va peut-être aller toucher votre point, la seule étude que j'ai vue qui parlait un peu de l'utilisation de l'IA générative en général dans la population française, et peut-être qu'ils vont me corriger si je m'égare, là, mais c'était 6%. Donc, moi, je le crois parce qu'au Québec, j'ai vu une étude l'année dernière qui parlait d'une vingtaine de pourcents. Je trouvais que c'était beaucoup. Parce que c'est le genre de truc, on en parle beaucoup, mais combien de gens vraiment l'ont utilisé? Alors, c'était 6%. Et c'était à l'échelle de la France, c'était pas uniquement lié au tourisme. Donc, est-ce qu'il n'y aura pas un effet, enfin, je le dis avec un peu de parti pris, je pense que l'outil qu'on vous a montré, le fait de pouvoir converser directement et de ne pas devoir taper, passer par l'interface, ça va avoir un effet booster, je pense aussi, malgré tout. Mais c'est ça. Puis je pense qu'on est dans un moment aussi où est-ce que tout converge pour rendre ça hyper simple. Ça devient hyper simple. Ouais. Tu es en train de prendre un pot avec des amis, puis tu utilises telle application, puis et on va... Donc, ce sera soit ChatGPT, ce soit Claude, ce sera... Ouais. Peu importe, mais je pense que, comme on dit, l'essayer, c'est l'adopter. Mais donc, pour l'instant, c'est encore... on est dans les débuts. Je ramènerai cette citation que j'aime beaucoup, puis j'en parlais hier à quelqu'un, mais citation de Bill Gates, il y a une vingtaine d'années, au début des années 2000, qui disait, par rapport aux nouvelles technologies, en général, on a tendance à les surestimer dans la première année, mais on les sous-estime sur la foi d'une décennie. Puis c'était vrai pour le .com, c'était vrai pour le mouvement mobile en 2010. Et je pense qu'en ce moment, on est dans le début de ce truc de IA. Donc là, on est dans cette première année, si on veut, là, 18 mois. On en parle beaucoup, puis là, il y en a qui vont dire « Ah, on en parle beaucoup trop ». Mais clairement, on sous-estime ce que ça va vraiment disrupter pour les prochaines 10 années. Donc, dans ce contexte-là, oui, gardons la tête froide par rapport à ce qui se passe en ce moment, puis les questions qui ont été évoquées sont bonnes. Mais c'est un réel changement. Maintenant, c'est de voir comment on l'adopte. Puis je pense que c'est un peu la dynamique. Hein? Je pense que depuis un an et demi, on commence à réaliser que, OK, et là, le réel défi, c'est comment je l'adopte. Et je pense que c'était évoqué par Nicolas François, notamment hier. Est-ce qu'on fait un test pilote? Je pense, avec Jean-Philippe, si vous parlez, d'essayer de trouver un pain point que vous avez dans l'entreprise, un élément qui fatigue peut-être, travailler là-dessus. Et là, on va y aller par la théorie des petits gains. Ce que je propose, Frédéric, c'est en matière de gestion du temps, une dernière question avec une réponse en 2 minutes. Alors, est-ce qu'on a une dernière question? S'il n'y a pas de dernière question... voilà, mais très bien. Donc ce sera la dernière question. Je vous apporte le micro. Voici. Bonjour Frédéric. Allô. Donc, je voulais savoir... j'ai entendu parler que l'IA est en mesure de produire de la donnée, qu'on appelle de la donnée synthétique, pour venir valider, en fait, de la vraie donnée, par exemple, de sondage. Est-ce que ça te dit quelque chose? En toute transparence, non. Je n'ai pas notion de données synthétiques. Donc, il faudrait que je pousse. Mais s'il y en a d'autres dans la salle qui savent, je suis preneur. Je sais par contre qu'on est capable de demander à ces modèles-là de nous générer des gabarits, de nous générer des modèles prédictifs, de nous générer des trucs. Et après ça, on peut les utiliser pour faire de l'entrée de données. Alors, je ne sais pas si c'est exactement la même chose, mais non, de générer des données qu'on appelle synthétiques, c'est un terme que je n'ai jamais entendu, mais ça sera à pousser et à creuser. Merci. Finalement, la boucle est bouclée. On a dit qu'on n'avait pas réponse à tout et qu'on n'avait pas de certitude. La preuve en est faite. Voilà, on est transparent, on était honnête. Voilà, merci à toutes et à tous. Petite pause d'un quart d'heure, je pense, avant la conclusion. De nouveau ici, en plénière. Un grand merci à vous.